Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Parole de créateur face à l'urgence écologique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais faire un petit intro. Donc, cette série de conversations réunit à chaque fois un artiste et un ou une artiste et un ou une scientifique ou chercheur, chercheuse pour faire la lumière sur les temps incertains dans lesquels nous vivons. Moi, je m'appelle Stefano Vendramin, je suis commissaire d'exposition dédié à l'art environnemental, mais également et surtout responsable du programme Parole de créateur face à l'urgence écologique de la Fondation Tali. Donc, la Fondation Tali, fondée par Nathalie Gouillot, est un lieu pluridisciplinaire engagé sur 3 axes qui sont la mise en lumière du savoir-faire de Arts and Crafts, la place des artistes femmes et la transition écologique. Et en ce moment, on a une très, très belle exposition de Kiki Smith qui s'appelle Inner Bodies. Donc, je vous invite, si vous êtes dans les alentours de Bruxelles, de passer et visiter. On serait ravis de vous accueillir. Donc, le format, pour revenir sur le format de conversation parole de créateur, c'est né l'année dernière grâce à une intention d'adresser le message de la transition écologique dans le monde de l'art contemporain qui on pourrait dire, est un peu en arrière ou a été un peu en arrière, notamment autour de ce sujet-là. Et en plus, plus globalement, nous croyons vivement que nous avons besoin, plus que jamais, d'entendre la parole, les voix des créateurs qui nous entourent, ceux qui peuvent nous aider à concevoir et à construire des nouvelles manières d'être au monde, mais aussi des scientifiques, des chercheurs, des gens avec des expertises qu'il faut aussi écouter et dont on a besoin d'apprendre. Et nous accueillons alors ce soir une rencontre parole de créateurs avec Adrien Vescovi et Bernadette Vincent. Je vais vous introduire tout à l'heure. Voilà, petit rappel, dernier rappel, c'est cette conversation est diffusée en direct sur notre site internet, sur notre page Facebook et aussi elle sera mise sur YouTube et voilà, tout de suite après la conversation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou au moins réfléchir, car on gardera au moins 10-15 minutes à la fin de cette conférence qui durera 1 heure pour vos questions. Et donc maintenant, j'aimerais bien vous présenter nos 2 intervenants, nos 2 invités ce soir. Donc merci encore, merci, un grand merci à vous d'être là avec nous. Donc, Adrien Vescovi, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes plasticien, vous êtes diplômé de l'École supérieure d'art d'Annecy, où vous êtes resté jusqu'à 2017. Et aujourd'hui, vous vivez et travaillez à Marseille. Vos œuvres sont comme des paysages, le résultat d'un long processus de fabrication textile et de techniques alchimistes avec pigments et décoction de couleurs. Pour cela, vous collectez des locres de Roussillon, par exemple, mais aussi des terres de Bourgogne, d'Allemagne, d'Italie ou du Maroc, suivant des différents processus naturels ou des techniques d'infusion, laissant sécher vos toiles à l'air libre, dans l'acceptation de toute forme d'empreinte liée à la nature. Vous liez la technique de tie and dye qui marque aussi les traces du temps. Et dans votre pratique, il y a cette idée de lenteur, de méditation et de silence à rebours de cette société numérisée, surinformée, ultra rapide. Il est question de silence, d'une toile libre qui invite à la méditation et d'une œuvre qui s'expose comme dans un théâtre, un archipel d'une pensée dans l'espace, qui reflète une forme de cosmogonie naturelle, sensorielle et architecturale avec cet aspect mi-feuille comme un feuilletage de textile. Voilà, pour présenter un peu vos travail, pour ceux que vous ne connaissez pas encore. Bon, on aura le temps de mieux approfondir et voir des images aussi là-dessus. En 2021, vous présentez Soleil Blanc, une première exposition personnelle au Centre d'art contemporain, la Criée, ou c'est le café ou la Criée? Le Grand Café. Le Grand Café, oui, je pensais, à Saint-Lazare. Et en 2020, l'une de vos installations a été montrée lors de la Manifesta 13 à Marseille, dans l'exposition sur pierre brûlante avec Triangle France Astrid à la friche Belle de Mai. Et en plus, en 2019,
Votre travail a été présenté à la Villanoise ainsi qu'au PAL Tokyo pour l'exposition Futurs anciens fugitifs, que peut-être de nombreuses personnes dans l'audience ont vu, ainsi qu'à la Vieille Charité à Marseille et au Musée régional d'art contemporain Occitanie à Sérignan. Donc voilà, malgré cette période difficile, heureusement, vous avez pu continuer à travailler et avoir des belles expositions. Et cette année, notamment, votre travail sera à Madrid pour une exposition personnelle. Je pense qu'on a le droit d'annoncer à la galerie Albarrán Bordes. Comment ça se prononce? Albarrán Bordes. Je ne suis pas très fort en espagnol. Mais aussi au Casino de Luxembourg ou encore dans les rues de Gand en Belgique pour un projet avec l'Artist One Space 019. Et puis, on aura aussi une œuvre à la Fondation. Voilà, beaucoup de choses à découvrir cette année. On est évidemment très fiers d'accueillir prochainement cette œuvre à vous. Bernadette Vincent de Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes professeur émérite de philosophie des sciences et des techniques à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris, et membre de l'Académie des technologies. Vos thèmes de recherche sont l'histoire et la philosophie des technosciences. Et ces cheminements vous a conduit à remettre en question notre conception chronologique du temps, dont on va parler évidemment aujourd'hui et surtout en lien avec le travail d'Adrien Vescovi. Et parmi vos publications récentes, Carbone, ses vies, ses œuvres, qui montrent pourquoi le carbone n'est pas qu'un élément chimique, mais aussi un être multiple, à la fois naturel, social, culturel, dont une meilleure connaissance nous invite à repenser notre manière de vivre. Une autre publication récente, Temps paysage, pour une écologie de crise, dont nous parlerons, je pense, beaucoup dans un instant, et un nouvel ouvrage qui sortirait en 2022, en anglais, si je ne me trompe pas, Living in a Nuclear World, from Fukushima to Hiroshima, qui traiterait de l'histoire de la technologie nucléaire. Est-ce que ça vous résume assez bien? Si vous avez... oui, ça me va. J'ai encore un autre livre qui va sortir génial. En avril, en anglais aussi, qui s'appelle Biographies of Materials, c'est-à-dire biographie de matériaux. Et je pense que ça peut intéresser parce que c'est des petites histoires sur des matériaux qui sont très importants, très vieux ou très modernes et qui peuvent décider de notre avenir. Génial. Vous pouvez nous donner un petit exemple de matériel ou qui peut trois matériaux qui sont présents dans le livre? En ce moment, le lithium, puisqu'on est en train de l'exploiter méchamment pour les voitures électriques et que ça pose plein de problèmes sociaux, environnementaux et géopolitiques parce qu'il y a de la bagarre. Voilà, ça c'est un des matériaux. Il y a des nanocarbones aussi avec des formes bizarres, qui sont des matériaux de grande promesse qui vont peut-être ne pas donner aucun résultat, mais enfin pour l'instant ils excitent beaucoup de monde. Et puis il y a des très très vieux matériaux qu'on évoque comme le verre. Le verre qui est un matériau toujours renaissant, toujours aussi ancien qu'il est high-tech aujourd'hui. Voilà. Bon, merci. Bon, on a hâte de découvrir ce livre qui sort quand? En avril. En avril. En avril. Génial. Je voulais commencer avec une citation que j'aime beaucoup. La citation, elle commence: « Mon but est d'extraire et d'obtenir la trace de l'immédiat dans les objets naturels, quelle qu'en soit l'incidence, que les circonstances en soient humaines, animales, végétales ou atmosphériques. » Donc ça, c'est une citation de Yves Klein. On connaît bien, il parle de son œuvre Vent Paris-Nice, créée en 1960, quand il conduit entre ces deux villes avec une toile blanche sur le toit. Et est-ce que, pour vous, est-ce que ça fait écho à votre travail, Adrien Vescovi? Le terme atmosphérique, oui, j'utilise souvent pour définir ma peinture. Moi, je considère que, en tout cas, à une certaine période, j'ai vraiment produit des peintures atmosphériques puisqu'elles étaient
puisque je jouais de la lumière, je me servais des UV de la Lune, des UV du soleil, évidemment, du vent, de la pluie, pour laisser des traces sur mes textiles, pour révéler ce temps qui passe dans ma fibre et dans ma peinture. Ma peinture, c'est une peinture en mouvement. C'est une peinture qui développe pour laquelle je développe des process qui vont être en lien avec le lieu où je suis, avec le paysage où je suis, avec ce qui m'entoure, donc les végétaux. Quand j'étais en Haute-Savoie, maintenant que je suis à Marseille, ça va être plutôt les minéraux que je vais trouver dans le Peut-être, Roussillon. Mais oui, j'ai- pardon. Mais oui, pardon. non, non, mais je voulais juste peut-être, en fait, voilà, c'est une situation pour montrer en fait comment votre travail, c'est aussi une évolution, je pense, de, voilà, de Oui, nombreux c'est une mise à jour. artistes, Oui, c'est une mise à jour, oui, que bien sûr. ce soit de l'art conceptuel comme Yves Klein ou voilà, de ce rapport aussi au naturel, mais aussi vos travail de 3 livres. Donc voilà, c'était juste pour donner un peu de contexte, mais peut-être pour démarrer, c'est pour ça que je vous interromps, mais peut-être pour démarrer, ce serait bien de commencer un peu au début en fait et faut savoir. En fait, oui, votre travail, il y a une démarche très, très unique, en fait, quand même, dans ce que vous faites. Et je voulais savoir, peut-être avec des exemples, peut-être on montrera des images, mais qu'est-ce que vous a amené, en fait, à cette démarche, voilà, à arriver à ce point-là? Peut-être ce serait bien de commencer par là. Après, vous pouvez nous raconter aussi les processus. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé à travailler sur la mémoire, en fait? Déjà, il y a quelque chose qui est lié à mes études, ou en tout cas une période où j'étais étudiant, c'est que je suis tombé dans le coma, enfin, on m'a plongé dans un coma artificiel suite à une chute de ski. Et donc, j'ai traversé j'ai traversé 48 heures dans ce coma. Et je me suis réveillé, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé l'utilisation de tout. Mais c'est vrai que 10 ans après, j'ai commencé à faire des recherches sur les troubles de la mémoire liés à ces accidents. Et c'est quelque chose, je ne sais pas, c'est certainement lié. Cet accident a eu lieu à la montagne. 10 ans après, je me réinstallais à la montagne, ou même un peu plus, mais je me réinstallais à la montagne, je redécouvrais ces lumières. Et, et voilà, donc mon travail a activé un petit peu, si vous voulez, ce souvenir. Et donc voilà, c'est lié à cette question de la mémoire, c'est lié à cet accident, mais c'est aussi lié à une rencontre. Ça, c'était en 2011. Je me promenais dans Paris à ce moment-là, puisque je vivais là-bas. J'allais d'un point A à un point B et je suis passé devant une palissade qui était une boutique en travaux, qui était fermée donc pour travaux justement, et sur laquelle ils avaient tendu un textile blanc, ou en tout cas une sorte de blanc, et comme derrière moi d'ailleurs. Et, euh, euh, et en fait, ce textile se chargeait des traces de gens qui travaillaient, se chargeait des traces de la météo, de la pollution, etc. Et donc, en fait, voilà, mon travail, c'est toutes ces couches. Mon travail, c'est toutes ces couches qui se sont accumulées au fur et à mesure, que ce soit des choses plus anciennes, des choses plus actuelle que j'augmente. En fait, c'est une chose, un travail qui s'augmente de jour en jour, qui s'expérimente. Et voilà, c'est un petit peu les 2 points. C'est cette rencontre et cet accident, la mémoire et le textile. C'est une rencontre voilà, de ces 2 choses. Après, après on peut revenir là-dessus. C'est passer par différentes étapes, travailler des textiles bruts, travailler des textiles à partir de teintures synthétiques, commencer à travailler avec les végétaux pour faire des teintures. En me déplaçant dans le sud, j'ai découvert les ocres. Et puis, je mets en
on exerce différents processus, que ce soit la rouille, le développement de la rouille ou, ou la cuisson. Enfin bon, après, il y a plein de différents moyens de teindre les textiles. Mais voilà, c'est lié à des accidents de parcours, on va dire. On va appeler ça comme ça. Aussi, en plus de cette recherche et cet intérêt aux matériaux, je trouve quand même aussi quelque chose que vous avez trop mentionné, mais aussi, pour moi, au moins, il y a sûrement un rapport très fort vivant dans votre travail. Je trouve, d'où c'est, parce que voilà, vous laissez pendant parfois des semaines, parfois des mois, et au vivant à laisser ses traces. Et donc voilà, il y a une mémoire de ce passage, mais aussi voilà, il y a un rapport aussi très fort au naturel, et ça c'est, je trouve, assez unique aussi dans votre travail. Est-ce que vous avez euh, voilà, d'où ça vient aussi cette sensibilité peut-être à votre environnement qui se trouve pas chez tous les artistes, Euh, l'environnement naturel en tout cas. quand vous parlez de l'environnement, bah, moi, l'environnement, pour moi, évident, c'est important. C'est d'abord le lieu où je travaille, euh, qui est lié, en fait, donc qui est lié, en fait, à cette installation en Haute-Savoie en 2000, c'était en 2012, je crois. Et c'était pour préparer une exposition. Et je savais j'avais lu que les UV de la Lune, c'était un moment, pardon, où je laissais mes textiles exposés à la lumière. Donc, je commençais cette expérimentation-là. Et donc, j'ai lu que ces UV A et B étaient plus puissants à la montagne et du coup, le processus s'était accéléré. Du coup, je me suis volontairement isolé pendant 2 mois. Donc, c'était mon premier isolement, d'ailleurs, un petit peu quelque chose qu'on a revécu ces dernières années, mais c'était un isolement volontaire. C'est quand même différent. Et, euh, et donc, cet isolement m'a permis de retrouver les lumières, les lumières de la montagne, le, aussi la réverbération de la lumière sur la neige. Voilà, ça m'a permis de voir. Là, par exemple, vous pouvez voir les textiles qui sont teintés et qui sont en train de se modifier, en fait. Ils sont en train d'enregistrer le paysage. Euh, Vraiment, il y a cette notion de la fibre et la fibre du textile et vraiment dans l'enregistrement, la capture, garder des traces du temps qui passe. Et là, on rejoint peut-être un petit peu des idées que Bernadette peut accentuer sur cette histoire d'enregistrement de traces et d'histoire, quoi, de mémoire, quoi, de temps. Je ne sais pas. Oui, exactement. Peut-être, Bernadette Vincent, vous voulez rebondir là-dessus et nous parler aussi à le rapport au temps et à la mémoire dans votre propre travail. Oui, je veux bien, oui. C'est effectivement ce qui m'a principalement interpellée dans le travail d'Adrien, c'est cette manière de faire travailler le temps. Il y a deux choses qui m'ont vraiment interpellée. D'abord, qu'il travaille à contre-temps. Contre-temps, j'entends contre la, la société actuelle où tout s'accélère, où les changements sont de plus en plus rapides et où on manque néanmoins toujours de temps, parce que c'est un peu cette impression qu'on a, bien qu'on fasse tout pour aller plus vite. Et face à cette société dominée par l'impératif, le temps c'est de l'argent, donc il faut gagner du temps, eh bien, lui, il fait le pari sur la lenteur. Et ça, je dois dire que ça m'a beaucoup impressionné, interpellé.
Et je pense que tout le monde a ressenti cela, puisqu'il met des mois pour faire une œuvre et que l'œuvre n'est jamais aboutie, n'est jamais finie. Elle est toujours en chantier, si je peux dire. Et ce qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est cette façon d'enregistrer dans un matériau qui est le textile, d'enregistrer le temps. Ce que font tous les objets de la nature, hein. Les cailloux enregistrent le temps, les arbres enregistrent le temps, puisque dans l'écorce d'un arbre, si vous coupez un arbre, eh bien, vous retrouvez dans la trame du tronc tous les événements qu'il a vécu. Le nombre de cernes vous dit non seulement son âge, mais s'il y a eu des années sèches et des années humides, etc. Donc, c'est cette espèce d'inscription dans le temps de la nature et dans les processus qui m'a vraiment interpellée. Et à cet égard, je trouve qu'il y a une attention particulière à faire travailler ensemble de concert deux notions du temps qui sont habituellement jamais rapprochées. J'entends par là le temps qui passe et le temps qu'il fait, c'est-à-dire le temps de la météo, qui est soumis à tous les aléas, les contingences, et qui est très, très localisé, puisqu'on n'a souvent pas la même météo en un point et à 20 km de là. Et puis au contraire, le temps de l'horloge, le temps qui passe, le temps de l'horloge qui, lui, se laisse standardiser de manière universelle, puisqu'il y a le temps universel qui décide du temps de toutes les autres localités. On a donc d'un côté un temps un peu impérial, un peu ce qui est le temps chronologique, hein, qui est un peu le temps du pouvoir, et puis le temps plus aléatoire, toujours indomptable, qui est le temps de la météo. Et Adrien fait travailler les deux ensemble, puisqu'il laisse s'inscrire sur les toiles, il laisse s'inscrire des paysages au fil du temps, mais en même temps, il soumet ces toiles, il les expose à tous les vents et marées, si je peux dire, et c'est le temps qu'il fait, c'est le temps de la météo qui travaille dans ses œuvres. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Et à cet égard, j'avais deux questions à lui poser, mais je peux les lui poser plus tard, si vous voulez, pour ne pas interrompre. Juste, peut-être je peux, par rapport à ce temps de pause, avant de travailler le textile, avant de refaire de la peinture, parce que j'en avais fait quand j'étais étudiant, mais là, j'en refais maintenant depuis 2010. Il y a ce temps de pause, en fait, cette proximité avec la photographie, en fait, ce temps d'enregistrement. Voilà, moi, je voulais juste spécifier cette chose-là. Effectivement, voilà, je capture ce temps. Oui, pardon, c'était une simple. Voilà, je voulais juste rappeler ce rapprochement avec la photographie qui était important pour moi. Oui, mais je crois que c'est important parce que, d'une certaine manière, bon, c'est lié à la mémoire, et d'une certaine manière, ça nous apprend à faire attention au temps qui est acteur, qui agit. Habituellement, les gens, ils pensent toujours le temps dans la vie courante. C'est pour ça que votre œuvre peut déranger certains. Dans la vie courante, le temps, c'est juste un conteneur universel, hein, dans lequel se déroulent des événements et on n'y pense pas. On a l'impression que c'est un conteneur inerte qui fait rien. Et au contraire, vous montrez, non, le temps agit. Il agit en nous, on vieillit, hein, mais il agit sur toutes les choses et il crée. Le temps est créateur. Tout à fait. Oui, moi, bon, alors, à cette période-là, quand je travaillais en Haute-Savoie, j'activais mes textiles, je les mettais en activation sur la façade de l'atelier. Et puis, j'ai laissé plusieurs mois, plusieurs semaines, et puis je revenais et je les accompagnais dans cette transformation. Et donc, je les redécouvrais, j'en rajoutais des nouveaux, je faisais des nouvelles teintures que je diffusais ou que je trouvais des processus différents pour reteinter mes textiles. Mais oui, il y a cette question de laisser faire.
de laisser faire. Et c'est super intéressant aussi ouais, le fait que le mot temps en soi, il est utilisé dans ces deux manières. Alors que, par exemple, en anglais, moi je suis anglophone et on dit weather pour le temps de météo et on dit time pour le. Et pourquoi, en fait, est-ce qu'en français on utilise le même mot? Quelle est l'étymologie Et dans toutes les langues latines, en anglais, en espagnol, en italien aussi, en portugais. Et mon maître, qui était Michel Serres, aimait bien dire que les langues latines, dans leur grande sagesse, avaient relié ces deux temps que les autres langues ont séparés, et que ça a une origine commune que vous retrouvez dans la notion de climat bien tempéré ou de clavecin bien tempéré. C'est-à-dire que le temps, c'est le mélange. Le tempéré, ça veut dire mélanger le chaud et le froid. Et voilà. Et le temps, c'est un mélangeur. Le temps, c'est un mélangeur et il commence à mélanger le temps de l'horloge et le temps de la météo. Et on est traversé par ça et on vit cela. On en fait partie, quoi. et ce qui est. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir si vous voulez, Adrien. Mais pour moi, ce qui est beau dans le travail d'Adrien, c'est ce rapport plus au temps de la nature que au temps au moins d'aujourd'hui, de l'horloge, comme vous disiez, disons, pour employer des capitalistes ou en tout cas de nos vies quotidiennes. Et pourquoi, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on trouve au moins, selon moi, un écart si grand entre ces deux temporalités? Si j'ai pas Euh, tort. Moi, je pense que c'est, en fait, je pense que c'est une position, c'est un regard sur les choses, c'est un regard sur le monde, le fait de pouvoir prendre le temps. Quand bon, alors, j'étais dans cet atelier à la montagne, je n'avais rien d'autre à faire que de travailler pour moi. J'étais coupé du monde, je n'avais pas de vie sociale, très peu de vie sociale, pas de vernissage à aller voir, pas d'exposition. J'étais reclus sur moi-même et c'était oui, une pleine jouissance de mon temps. Oui, effectivement. Je C'est un n'avais geste politique aussi. Je pense que c'est un, enfin, on peut le lire en tout cas comme un geste de protestation contre la tout à fait. société capitaliste qui a fait du temps, qui a transformé le temps en argent et qui voue un culte au temps qui est de l'argent. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, c'est une chance totale de voir l'opportunité de pouvoir être seul à la montagne dans mon atelier et de regarder ces textiles se transformer. Bon, en fait, ça se fait pas comme ça, hein, mais comme je disais tout à l'heure, je les accompagne. Hein. Moi, quand je suis à l'atelier, j'arrête pas de courir, mais je, mais j'apprécie le temps. J'apprécie le temps. Ouais. Et je trouve que, je peux rebondir, Stéphano? Tout à fait, ouais. C'est une question, ouais, surtout pour vous aussi, par rapport voilà, à votre travail, vos recherches. Oui, non, ce qui m'intrigue dans ce travail, c'est le laisser-faire, justement. C'est-à-dire que non seulement c'est du slow art, mais j'irais jusqu'à dire que c'est du slow science. Pourquoi? Euh, parce que d'abord parce que c'est beaucoup une expérimentation. Adrien explore, il, euh, il expérimente avec les toiles, avec les couleurs, avec les textiles, il expérimente, il bidouille, dans sa cuisine et ça ressemble beaucoup à la chimie. Ça, pour moi, c'est mon autre passion, la chimie. J'ai beaucoup travaillé sur la chimie et je dois dire qu'il y a une magie dans ce travail avec les couleurs, avec les pigments, et de laisser faire le temps. Ça, c'était typique de ce que faisaient les alchimistes. Les alchimistes ont découvert bien des opérations que Adrien découvre,
la cuisson, la macération lente, la décoction, la trituration, la distillation, etc. Et tout ça, ça prenait beaucoup de temps. L'œuvre au noir prenait des années. Et ça prenait des années et en même temps, il fallait que l'alchimiste lui-même se transforme au fil de son œuvre. C'est-à-dire que celui qui faisait l'œuvre était aussi transformé par son œuvre. Donc ça, c'est mais ce qui est aussi, qui évoque pour moi la science dans ce travail, c'est l'effacement du créateur. Dans la science, on doit être objectif. Or, le travail que fait Adrien consiste à objectiver l'action du temps sur l'étoile et à s'effacer derrière. C'est-à-dire que il n'est pas le créateur, il laisse faire le temps. Et cette espèce d'effacement de la subjectivité derrière l'action du temps fait que c'est une œuvre quasi scientifique, d'une certaine manière. Et parce qu'il y a à la fois expérimentation, exploration de la nature, et en même temps, il y a cette volonté de s'effacer en tant que créateur pour laisser faire les choses. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, je suis d'accord tout à fait avec vous. J'avoue que depuis que j'ai déplacé mon atelier, depuis que moi-même, je me suis déplacé de Haute-Savoie dans le sud, à Marseille, ma pratique s'est légèrement déplacée elle aussi, puisque mes couleurs ne sont plus les mêmes. Certes, avant, je travaillais avec des végétaux, maintenant, je travaille avec des ocres. Mais aussi, j'ai plus l'opportunité d'exposer de la même manière mes textiles en extérieur. Du coup, je cherche des principes dans mon travail qui vont décaler les choses. Je m'explique. Donc, j'ai plus l'opportunité de laisser mes textiles face aux UV. Alors, ce que j'ai notamment fait, et ça rejoint un petit peu pour moi cette idée de l'alchimie, puisque les recettes alchimiques étaient codées en fait. Et j'aime bien cette idée-là, c'est que mes peintures sont elles aussi codées. Les codes, c'est les couleurs qui correspondent à des lieux géographiques, donc des ocres qui proviennent du Roussillon, du Vaucluse, d'Allemagne, comme tu disais Stéphano, mais aussi d'Italie, du Maroc, du Brésil. Mais mes codes, c'est aussi les formes que je fais. Et depuis 2 années maintenant, j'ai démarré ce projet qui est une sorte de récit, en fait, ce projet Soleil Blanc, qui pour moi était donc cette lumière qui réverbérait, la lumière du soleil qui réverbérait sur le blanc de la neige, et qui est devenue cette forme découpée et qui se répète, qui se déplace, cette forme sphérique en fait. Voilà, donc pour moi, ces peintures sont aussi des codes, sont aussi des tableaux, tableaux à traduire, quoi, à traduire selon une géographie, selon un temps. Mais il y a une autre chose que j'ai rajoutée parce que je perdais à force de l'avoir répété, cet enthousiasme n'était plus là de travailler mes textiles en extérieur. Alors, je commençais à travailler avec des draps, comme on peut le voir sur l'image que vous montrez ici, des anciens draps qui appartenaient à des trousseaux, à des familles que je ne connaissais pas et que je ne connais pas. Donc, je vais en brocante où je chine beaucoup ces textiles. Et ils sont riches, ils sont très riches en fait. Ils sont riches de ces broderies, ils sont riches de ces armoiries, de ces gens qui ont passé du temps à les coudre. Et ils sont riches aussi de ces matières de ces tissages qui sont différents, de différentes épaisseurs,
de ces textiles qui sont du coton, qui peuvent être du lin, qui peuvent être du chanvre, et qui ont une trace, et qui laissent une trace. Et voilà, donc j'ai trouvé par ces textiles un intérêt que j'avais, voilà, un intérêt déplacé. Voilà. Donc alchimie, teinture, découpe textile, découpe de textile et assemblage. Il y a aussi toute cette question de l'assemblage et de la superposition. Là, comme on peut le voir sur la photo, c'était un soleil blanc. C'est le tout début du projet Soleil blanc où je recouvrais des textiles teintés avec cette couleur blanche. Mais en fait, le blanc, il est jamais tout à fait blanc. Il est blanc, c'est des blancs cassés, et c'est plein de variations de blanc. J'en perds mon latin, mais voilà, je sais plus. Soleil blanc, voilà, Soleil blanc, c'est vraiment le projet sur lequel je travaille depuis quelques années maintenant. Pour moi, c'est vraiment cette idée du récit qui se prolonge et qui prend des formes différentes. Et ces tableaux qui sortent de l'atelier, qui sont montrés une première fois, qui reviennent, qui vont être, quand je dis tableau, c'est tableau installation, hein. Ces tableaux, c'est aussi c'est aussi de la toile libre, mais c'est des œuvres qui sortent de l'atelier, qui reviennent, qui sont ensuite découpées, rassemblées, reteintées. Le processus, comme vous le disiez Bernadette, en fait, je l'arrête jamais. Les œuvres, elles sont toujours en évolution. C'est la teinture, pardon, je finis juste, mais la teinture me permet ça, c'est-à-dire de retravailler à l'infini mes textiles. Ouais. Oui. Donc, une œuvre n'est jamais terminée. Parfois, elles sont. Bonne question. Quand elle est mise au placard, est-ce qu'elle est terminée quand elle est mise au placard? Elle est terminée quand quelqu'un va me par exemple, quand un collectionneur va l'acheter ou quand une institution va l'avoir dans ses murs. Oui, là, ça sera la fin. Ouais. Même si, Stéphano, la pièce que tu as derrière toi en fond le montre très bien, ces œuvres, elles peuvent évoluer aussi dans le temps. Les textiles, s'ils sont exposés à la lumière, il faut évoluer. Je ne peux pas garantir que… Pas du grand teint. Pour moi, c'est tout l'intérêt de ma pratique, c'est ce mouvement-là, c'est ce mouvement de la peinture. C'est de ne pas fixer. J'ai pensé à vernir mais ça rentrait c'était en contradiction avec mon principe puisqu'on parle du temps et que je vais pas l'arrêter le temps. Voilà. Et non seulement tu t'effaces donc il y a plusieurs. En fait, une œuvre que j'ai beaucoup aimée aussi, c'était quand tu as envoyé en plus tes toiles à d'autres personnes à compléter le travail. Donc c'était pas juste, il y avait une continuité dans ce sens-là qui était hyper intéressant. Donc pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que était l'importance de ça dans ta démarche? Alors ça, c'était suite à la résidence et au travail que j'avais mené à Milly-la-Forêt, au pied du Cyclope. Ouais, dont tu as une photo, je pense, aussi. Oui, il y avait une photo tout à l'heure. Et en fait, j'ai travaillé face à cette tête sans corps, ce projet incroyable. Et comme l'ont fait les artistes, ils étaient plus d'une dizaine à organiser et à placer des œuvres et à la construire tous ensemble. Voilà, j'ai un petit peu voulu. Donc, pardon. J'ai mes textiles qui se teintent, qui ont été teintés avec les végétaux récupérés autour du Cyclope. J'ai laissé là mes textiles pendant un été, donc c'était 5 mois, je crois. Donc de avril à septembre. Et à la fin, je me suis retrouvé avec
c'est 200 mètres de textile, je sais plus quoi en faire. Et je me suis dit, mais je vais rejouer ce qu'ont fait Tinguely et Niki de Saint-Phal en invitant d'autres artistes à intervenir dans ma peinture. C'est un moment où je me demandais comment peindre dans ma peinture. Parce que j'étais un peu, voilà, j'ai toujours eu cette envie de peindre. Donc, je ne peins pas avec un pinceau, mais je peins d'une autre manière. Mais voilà, j'ai toujours eu cette envie. Avec j'avais une discussion avec un artiste qui s'appelle Hayan Kamnakash, qui est un artiste syrien qui vit à Genève. Et, euh, et il voit ma peinture, on discute de ce cahier. Là, j'avais fait un cahier de plusieurs pages qui était une sorte d'archive de ces textiles exposés au Cyclope. Et je lui dis, mais j'aimerais bien peindre dans ma peinture. Il me dit, ben, allez, donne-le-moi et je peins. Et en fait, j'ai commencé à reprendre ce principe donc, du Cyclope et à inviter d'autres artistes à peindre dans ma peinture. Et c'est quelque chose que ouais, le cahier de peinture, c'est quelque chose que j'ai survenu et j'y reviendrai avec d'autres invitations plus tard. Oui, alors ça, Bernadette, je vous en ai pas parlé. Effectivement, c'est des cahiers assez maladroits qui doivent faire 120 cm par 80. Et c'est des grands cahiers où vous tournez les pages comme ça. Et c'est des peintures à consulter. Voilà, comme celle-ci, oui, effectivement. Et voilà, c'est un objet qui peut exister aussi, oui. C'est une autre matérialité de la peinture, ouais, pour moi. Et je vais bientôt aller voilà, aux questions du public. Mais j'avais une question, une dernière question. Ou peut-être, je vous laisse aussi rebondir, Bernadette, si vous voulez. Et aussi, je voulais parler à vous par rapport à voilà, un peu le fil rouge de nos rencontres, c'est qu'il y a évidemment l'urgence écologique dont on fait face. L'urgence, évidemment, il y a un sens du temps là-dedans. Euh, Est-ce que, dans quelle manière, à quel point est-ce que vous croyez, vous pensez que notre rapport au temps est une des causes peut-être de cette crise écologique dont on fait face, selon vous? Oui, je pense que pour rebondir sur le lien avec l'urgence écologique, je voudrais revenir sur le type de chimie qui est mise en œuvre sur ces toiles. Et qui est vraiment mise en œuvre, je le prends au sens littéral. C'est une chimie qui se met en scène. Et la chimie qui se met en scène, elle évoque non seulement l'alchimie, avec toutes ces opérations de trituration, de macération qui prennent du temps, mais elle évoque aussi une chimie très, très contemporaine, qui est aujourd'hui très à la mode pour faire face justement aux dégâts environnementaux qu'a causé la chimie du XXe siècle, à la fois en termes de pollution et en termes d'épuisement des ressources. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la chimie douce ou soft chemistry. La chimie douce, le mot a été inventé par un chimiste qui est professeur au Collège de France, qui s'appelle Jacques Livage, et qui pratique une chimie, pas du tout la chimie habituelle, où on chauffe très fort avec des hautes pressions et on met des catalyseurs pour que ça aille plus vite, etc. Non, chimie douce, ça veut dire qu'on travaille à température ambiante et à pression ambiante. Exactement ce qui a été fait devant le Cyclope dans la forêt de Fontainebleau. Et donc, cette chimie douce est une chimie de processus très lents, des processus réversibles souvent, les réactions ne sont jamais terminées, qui utilise beaucoup les procédés sol-gel et qui se fait avec des colloïdes, avec des substances molles, des colloïdales en solution, et qui joue énormément sur les interactions entre les molécules et sur la sociabilité, je dirais même, entre des molécules. Il y a des molécules qui aiment bien s'attirer, il y en a d'autres qui se repoussent. Voilà. Il y a toute une vie des molécules et la chimie douce joue beaucoup avec ça. Et c'est l'avenir de la chimie. Je veux dire que sinon, il n'y aura plus de chimie
parce que c'est devenu insoutenable, intenable au sens non durable. Et il faut absolument que la chimie se réforme. Et pour se réformer, la chimie douce, c'est une des voies qu'on peut utiliser. Et donc, l'œuvre d'Adrien peut indiquer une voie même de ce point de vue-là. Pour continuer sur cette idée-là, alors l'industrie textile est une des plus polluantes, hein, Oui. on est au courant. J'ai découvert une entreprise enfin, c'est pas c'est une start-up, je pense. Ils ont développé un produit, ça s'appelle Pilibio, et ils développent des teintures à partir de molécules. Et pour moi, c'est vraiment le futur de la teinture. Pour le vêtement, c'est cette idée de travailler avec des molécules pour créer de la teinture au lieu de voilà, même parce que dans un certain sens, même moi qui utilise les ressources naturelles, je les épuise pas. Enfin, il y a aussi une idée de l'épuisement. Tandis que là, on est en train de travailler avec du sucre pour faire du bleu, quoi. Je trouve ça dingue, dingue. Et je pense que ça va dans cette idée de chimie douce, quoi. Je trouve le terme chimie douce super magnifique. C'est très poétique. Vraiment très poétique. On a une question du public. Nathalie demande, j'ai noté aussi ce travail avec la rouille sur tissu que j'ai également expérimenté avec des outils rouillés pour et des contacts micro-art sonore et avec textile. Quand vous avez travaillé avec la rouille, comment avez-vous procédé? D'où venait votre rouille et comment la posez-vous sur le textile? Voilà. Je laissais infuser des. C'est drôle. C'est un peu suite à l'œuvre du Cyclope. J'entourais des grandes LED textiles autour de tubes en métal et je les arrosais tous les jours. En fait, je développais la rouille comme ça en arrosant et le textile buvait l'eau. Et puis, et la rouille enfin, le métal qui était dessous rouillait et diffusait une rouille sur toute la fibre du textile. Ça fragilise le textile. C'est très, très, c'est très délicat à travailler. Mais oui, oui, voilà, j'arrosais, j'arrosais mes œuvres comme des plantes, voilà, tout simplement tous les jours. Et après, voilà, moi, quand je suis à l'atelier, oui, vous le disiez Bernadette tout à l'heure, oui, c'est vraiment le terme expérimentation, j'ai été bercé par ce terme-là quand j'étais à l'école d'art. Et oui, c'est quelque chose qui, pour moi, faut toujours essayer. C'est essayer de nouvelles matières, des infusions, des cuissons, des nouveaux matériaux, des nouveaux textiles. C'est ce qui rend excitant mon travail, aussi le travail d'artiste. C'est toujours aller emmener vers la différence, la répétition et la différence, quoi, évidemment. Parce que la répétition pourrait être ennuyeuse au bout d'un moment, tandis que la différence rend la répétition intéressante. Ouais. Est-ce que c'est une allusion à Deleuze? Évidemment. Et à cet égard, alors j'ai une autre question à poser. Parce que ça m'a frappé que vous travaillez toujours, enfin, essentiellement, en deux dimensions. C'est-à-dire, je veux dire, les textiles sont des écrans. Des écrans, voilà. C'est des écrans, c'est des affiches, c'est des… Voilà. Et or, le textile, c'est ce qu'a montré très bien Deleuze. Le textile, c'est aussi plastique. C'est aussi le pli. Le textile, ça se plie, hein, c'est le pli. Ça se plie, c'est texté. Et quand on plie un textile, on rapproche des coins qui étaient très éloignés dans le temps. Michel Serres avait aussi une très jolie image pour parler du temps. Il disait, c'est comme un mouchoir froissé. Si vous prenez une échelle chronologique, la mesure d'une échelle chronologique avec votre mouchoir, vous avez un point A en 1900 et un point B en 2000. D'accord ?
vous mettez votre mouchoir dans la poche et vous rapprochez 1900 et 2000. Ah, voilà, tiens, d'un seul coup, deux temps que là. Et voilà, bon, je pense que Deleuze a beaucoup exploré la notion de pli, et d'où ma question, pourquoi ne feriez-vous pas des paysages en 3 dimensions? C'est-à-dire des paysages qui utiliseraient la plasticité des textiles et qui créeraient des milieux, parce que là, c'est un paysage qui est encore un peu décor de théâtre. Et pourquoi ne pas en faire un milieu de vie de ce théâtre, de ce paysage? Alors, merci Bernadette, parce que effectivement, il me reste beaucoup de choses à faire. Mais oui, oui, j'ai fait des choses, j'ai fait des drapés, j'ai fait. Pourquoi toujours la deux dimensions? C'est peut-être lié à cette toile libre que déjà, la toile libre, elle est arrivée dans mon travail parce que je vivais entre Paris et la Haute-Savoie. Je roulais mes textiles dans mes bagages et je partais en train jusque dans la montagne et puis je faisais du stop, enfin, où je finissais le voyage à pied. Et j'arrivais et je pouvais déployer mes textiles et les travailler. Et j'ai gardé cette idée de toile libre pour sa praticité, pour aussi son recouvrement. Et effectivement, il y a quelque chose du recouvrement. Moi, c'est vrai que je déjoue cette question-là avec la question de la couche. Parce que les tableaux sont jamais une simple couche, il y a toujours une dizaine de couches de textiles qui vont fabriquer un tableau. Mais parfois aussi, on tourne autour. Parfois, comme l'œuvre qui était au Palais de Tokyo, on la traverse et là, on est complètement au centre de l'œuvre. Donc, je dirais que j'ai encore du boulot, j'ai encore plein de choses à faire, mais que j'aime beaucoup cette idée du mouchoir et le livre aussi, notamment, par exemple. Le livre, c'est ça déjà, oui. Ouais. Mais vous avez raison, oui, oui, oui. En fait, il faut que je retourne bosser là. Non, mais voilà, je me suis concentré sur cette matière textile en 2011 et depuis, ça va faire plus de 10 ans et ça m'emmène à chaque fois ailleurs et c'est infini, c'est génial. Que ce soit les colorants, que ce soit donc les végétaux, les minéraux, les découvertes, recouvrir une surface, recouvrir un immeuble, jouer avec l'architecture intérieure, extérieure. Il y a beaucoup de travail. Et c'est très agréable, c'est très agréable, c'est très très agréable. On est quasiment à la fin. Donc, je voulais poser un peu la question qu'on pose toujours à nos invités, qui est très important pour nous. C'est en fait, voilà, on est face à une situation difficile, précaire, voilà, en termes des enjeux environnementaux. Et par exemple, donc Bernadette, je voulais vous demander, pour vous, par rapport à vos recherches, qu'est-ce que nous, on devrait faire? Est-ce qu'on pourrait changer notre rapport au temps, par exemple? Est-ce que ça pourrait nous aider à sortir de cette impasse? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus généralement que voilà, dans la chimie, mais aussi plus généralement pour nos vies quotidiennes? Il y a à l'heure actuelle, face à la crise que nous traversons, enfin, aux crises multiples que nous traversons, hein, climatiques, sanitaires, etc., il y a une prise de conscience très claire que il nous faut changer notre rapport au temps. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est en train de changer. C'est-à-dire que sortir de cette dictature du temps chronologique qui s'impose à nous et qui nous oblige à marcher comme des petits soldats au pas des emplois du temps, et de prendre le temps plutôt comme faire attention au temps multiple
c'est-à-dire au fait qu'il y a plusieurs temps dans la nature qui se rencontrent, qui se croisent, et que nous-mêmes, on croise plusieurs temps dans notre vie, et que pour créer des paysages, eh bien, il faut croiser ces temps-là. Et c'est pour ça que vraiment, je trouve que c'est important de croiser le temps, par exemple, des philosophes et celui des artistes. Ça se fait d'ailleurs. Il y a de plus en plus beaucoup de... Moi, je travaille avec des artistes sur l'Anthropocène. Et on explore qu'est-ce qu'on peut apprendre du carbone, qu'est-ce qu'on peut apprendre des cailloux, et qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour changer nos modes de vie et notre rapport au temps qui passe comme au temps qui fait. Ça me fait penser à la slow food, au slow city, des choses comme ça. Bon, après, ouais. Ouais. Et de ton côté, Adrien, est-ce que tu auras des idées ou solutions pour nous, pour notre public, pour des gens qui s'intéressent à ce que tu fais? Est-ce que tu auras un message aussi, voilà, des idées là-dessus? Qu'est-ce qu'on Alors, devrait faire? attends, je crois que j'avais pensé à quelque chose. Ça me paraît. Ou sinon, Euh, lecture, si vous préférez. non, non. Euh, oui, là je vais plutôt conseiller de lire un Henri David Thoreau Walden et voilà et d'aller se promener, de faire une marche. Et si je peux donner un conseil, c'est plutôt de prendre le temps de regarder et ouais. Attendez, je vous ai perdu. Oui, de marcher dans la nature, quoi. C'est d'aller dans les calanques ou je sais, non, il y a trop de monde maintenant dans les calanques, mais voilà, de marcher dans la montagne. Très bien. Bah, merci à vous deux. Malheureusement, faut qu'on arrête là parce qu'il est 19h. Et voilà, on est Bien, dominé par ce temps, horloge. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. au revoir. Merci. Je vais juste voilà, vous rappeler que bah, ça serait possible de revoir la conférence, ce dialogue sur YouTube dans quelques jours, que Adrien Vescovi, il a une exposition à la galerie Albarin Bourdez à Madrid, notamment, bientôt. C'est quand? En C'est mai? en mai. En En mai. mai. N'hésitez pas Mais à aussi. Madrid, c'est super. Toujours bien, même en avril, mais en mai ou juin pour voir ça. Ouais, on a hâte de voir cette expo-là. Et Bernadette Vincent, elle a 2 livres. Donc, une qui s'appelle Biographie des matériaux, c'est ça? Et une autre Vivre dans le nucléaire, dans l'âge du nucléaire. qui sort bientôt. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et de notre côté, n'hésitez pas à passer à la fondation pour voir l'exposition de Kiki Smith. La prochaine parole de créateur, elle sera le 24 février avec si je ne me trompe pas, avec Rimini Protocol, les artistes créateurs de théâtre, et un neuroscientifique, Albert Mukaiber. Et ensuite, le 3 mars, on accueillera aussi Thijs Bersteker, l'artiste, et Myriam Bomran, qui est la responsable de biodiversité chez UNESCO. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ça. Vous pouvez voir sur notre Instagram ou notre newsletter pour avoir les actualités. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, merci encore à nos invités. Merci à vous, le public, pour d'avoir été là et nous écouter ce soir. Et je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci, bonne nuit. Merci, au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.